Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler d'une autre façon créative de trouver l'argent. On sait que c'est l'argent qui est le nerf de la guerre et donc on va parler du prêt communautaire. On va voir ses aspects, son fonctionnement un peu dans la communauté disons asiatique, beaucoup plus les Chinois, les Japonais, mais surtout les Chinois, comment ils l'exploitent. On va voir comment chez les Africains, ils l'exploitent également. On va voir comment dans la communauté canadienne aussi, ce même type de prêt s'est fait. Et puis, on va mettre l'accent sur la partie diaspora, donc la diaspora asiatique, comment il exploite comment cette diaspora exploite cette forme de financement, comment la diaspora africaine le fait, et on va voir également les raisons qui poussent l'un comme l'autre à recourir à ce genre de prêts. On va voir que les uns les font pour différentes raisons et les autres pour différentes raisons également. Donc, de quoi il s'agit quand on parle des prêts communautaires? On pouvait l'appeler aussi les prêts sociaux, mais c'est pas tout à fait ça, parce que là on tombe dans des levées de fonds, ce qui n'est pas du tout les sujets. Donc, les prêts communautaires, d'abord, c'est un prêt personnel. Ça passe entre particuliers, de façon générale. Ça peut se faire aussi au niveau commercial, mais c'est d'abord entre particuliers. C'est une forme de prêt qui est informelle. Ici, je ne vais pas entrer dans son aspect légal, savoir et tout ce qui entoure ça. Moi, j'aborde seulement les fonctionnements au sens sociologique, au sens social, comment ça se passe selon les constats. En fait, les prêts communautaires, de façon générale, je vais surtout insister sur la diaspora africaine, ou son côté africain et son côté asiatique, et puis on entrera ensuite, dans la diaspora, qu'est-ce qu'ils font avec dans la diaspora? Mais les fonctionnements, que ce soit dans la diaspora, que ce soit dans les pays d'origine, c'est le même fonctionnement. C'est simplement que les objectifs changent. Et quand on va voir qu'effectivement, au niveau de la diaspora, il y a certaines choses qui poussent les gens à les faire et qui sont totalement différentes de ce qui pousse les gens à le faire dans les pays d'origine, que ce soit en Chine ou dans n'importe quel pays d'Afrique. Alors, le prêt communautaire, d'abord, il est informel. C'est une façon de trouver l'argent pour réaliser un objectif quelconque. Je vais entrer pour, disons, son aspect africain. Dans la sociologie africaine, les familles sont nombreuses. Même en 2020, 2021, tout ça, les familles sont nombreuses. Et il est prévu que au moins jusqu'à 2050, les familles seront toujours nombreuses. Donc le changement, c'est pas pour bientôt. Alors, quand vous avez des familles nombreuses, où effectivement le taux de pauvreté est également plus élevé, il devient impossible d'épargner de l'argent, de mettre de l'argent de côté. Parce que chaque jour, vous allez recevoir, il suffit qu'une personne ait un travail, un salaire ou une source de revenus quelconque, il va commencer à aider toute la famille. Parce que la famille elle est très nombreuse et parce que cette famille nombreuse elle est pauvre et donc tout le monde va appeler cette même personne pour avec ce même salaire pour pouvoir les venir en aide. Ce qui fait que l'épargne devient quasiment impossible. D'où la culture de l'épargne n'est pas vraiment une culture africaine.
Parce qu'on préfère dépenser ce qu'on a maintenant, s'assurer que tout le monde autour de nous a de quoi manger, a de quoi payer ses soins de santé, n'est pas expulsé de sa maison, que de garder l'argent dans un compte en banque quelque part. Ça, c'est typiquement africain. Et donc, ça, c'est également l'une des raisons pour la pauvreté de la majorité des Africains. Parce que si certains pouvaient garder cet argent, leur argent, pour pouvoir l'investir et faire autre chose, mais ils vont au moins sortir de la pauvreté une partie de leur famille. Mais étant donné que leur argent ne sert qu'à répondre aux besoins immédiats, aux besoins souvent primaires, en ce moment-là, eux-mêmes, même ceux qui ont un travail, restent quand même dans la pauvreté. Donc, j'ai entendu un petit bruit, c'est pourquoi je me suis retourné. Et donc, ça devient impossible pour la majorité des Africains de pouvoir sortir de la pauvreté. Ça devient difficile, c'est voire impossible de voir des Africains qui économisent pour réaliser des objectifs qu'ils peuvent avoir. Alors, d'où les prêts communautaires. Les prêts communautaires servent des objectifs. Le premier objectif, c'est celui d'épargner. Le deuxième objectif, c'est celui d'aider quelqu'un d'autre à pouvoir trouver un montant et faire quelque chose. Alors, ces prêts communautaires, il est souvent organisé. Ils appellent pas ça un prêt. Quoique c'est la même définition un peu parce qu'on peut le voir dans plusieurs langues africaines, par exemple en Lingala, Likelemba, parfois on peut voir en Swahili du Katanga par exemple, on dit Kinkolimba, on peut voir en Chiluba, on peut dire Chinkulimba, quelque chose. En tout cas, vous allez voir que c'est, et quand vous entendez, ils disent ça, dans d'autres pays on peut appeler ça la comptine, comme un peu au Cameroun, et voilà. Mais c'est un prêt communautaire, quoi qu'ils n'aiment pas les mots prêt. Parce que, en fait, je te donne aujourd'hui, tu me donnes demain exactement ce que je t'ai donné. Donc, en ce moment-là, les gens vont sortir, vont s'organiser. Normalement, c'est vraiment volontaire. Hein? C'est volontaire. Ils vont dire, voilà, on va commencer on peut s'appeler 8 personnes, 10 personnes, 30 personnes, parfois même jusqu'à 100 personnes, parfois c'est juste 6 personnes. On se dit, écoute, pourquoi on ne le ferait pas? On commence-tu un autre? On va commencer par exemple, on va dire à chaque 2 semaines. Et puis on va mettre, chaque personne va mettre $200 chaque 2 semaines. Et puis, on va faire un tirage au sort. On va dire, bon, voilà, moi, je vais le premier, le deuxième, le troisième. Parfois, il n'y a même pas de tirage au sort. Parfois, c'est juste... C'est juste... donc, on s'organise, on se dit par consensus. Parfois, c'est la préférence. Certaines personnes préfèrent être à la fin, d'autres au début. Par exemple, on va dire, mais moi, je vais être le premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, jusqu'à 10e, disons. Exemple. Parce que, comme je dis, ça peut varier le nombre. Ça peut aller jusqu'à 100, jusqu'à plus que 100 d'ailleurs. Ça existe. Alors, disons 100 personnes. 10 personnes. 10 personnes, ils s'entendent pour mettre un montant de $200. Encore une fois, les montants peuvent varier entre $50 jusqu'à $10 000. Vraiment, le maximum que j'ai vu jusque-là, c'est $10 000. J'ai déjà entendu un autre, peut-être d'un petit peu plus, mais généralement, c'est $10 000. Mais en moyenne, c'est aux alentours de $500. Parfois $1000, parfois donc $200, $300. Vraiment moyenne, $500, on va dire comme ça. Mais ça existe jusqu'à $10 000 de façon générale. Alors, on va dire que voilà, je vais mettre mon $200. La première personne qui va recevoir, c'est telle personne chaque 2 semaines. La première personne reçoit. 2 semaines suivantes, on fait la même chose, on remet nos $200. On donne à la deuxième personne sur la liste. Donc, un autre 2 semaines après, ainsi de suite, on donne jusqu'à ce qu'on va arriver au dernier, on a fini. Et là, on peut encore recommencer. Quand on recommence, c'est au moment où on peut soit enlever certaines personnes qui ne veulent plus continuer, ils peuvent se retirer, et d'autres personnes qui veulent intégrer, ils intègrent en ce moment-là pour recommencer. Mais, souvent,
la dernière personne à avoir pris, c'est pourquoi la raison pour laquelle beaucoup de gens aiment aller à la fin, parce que la dernière personne sur la liste, c'est avec cette personne qu'on va recommencer quand on va recommencer. C'est avec elle qu'on va recommencer. Alors quand on recommence, ben, ça veut dire qu'il prend 2 semaines, il prend un montant que tout le monde a mis. Ensuite, dans 2 semaines, puisqu'il est la première personne cette fois-ci, il va encore recevoir un montant. Il va se constituer un capital important pour pouvoir faire quelque chose de plus grand. Exemple, trouver un mise de fonds pour un logement ou autre chose. Ça, c'est juste l'explication de façon générale. Mais, alors, cet argent qu'on met, il n'y a pas d'intérêt. Ce sont des prêts sans intérêt. Il n'y a aucun écrit. C'est basé sur la confiance. Il n'y a pas, peut-être une personne pourra juste, la personne qui gère, qui coordonne tout, pourra juste écrire juste la liste des noms des gens en ordre, puis c'est tout. Il ne remet à personne, c'est sa liste à lui juste pour savoir. En ordre, après telle personne, c'est telle personne, telle personne, telle personne. La première réunion, tout le monde de toute façon, il dit tout sera le deuxième, troisième, quatrième, etc. Tout le monde le sait, pas besoin de le noter. Je n'ai jamais vu personne noter. Donc, c'est basé sur la confiance entièrement. Et il y a zéro intérêt. Et je n'ai jamais entendu d'histoire comme quoi personne n'a pas remis, n'a pas voulu, on l'a donné un premier, puis n'a pas voulu remettre. Tout le monde remet. Parce qu'il y a une question de réputation, parce qu'il y a une question de également, parce qu'on vient d'une même classe, on comprend que chaque personne a souffert pour avoir son argent. Donc, c'est important de lui remettre. Cette personne nous a aidés. Et donc, c'est à notre tour de pouvoir lui redonner son argent quand arrive le moment de le faire. Là, j'explique juste de façon générale comment ça fonctionne, avant d'entrer dans le détail. Ça, c'est au niveau des Africains. La façon que ça fonctionne, c'est pré-communautaire. Dans la communauté, disons, canadienne, ça existe, mais c'est différent. C'est un prêt entre particuliers. Le problème, c'est qu'il y a l'intérêt. Il y a l'intérêt et la plupart du temps, il se fait par exemple sur Internet. Et donc, c'est vrai qu'il n'y a pas de questions genre de qualification des prêts comme on le ferait à la banque, mais ce n'est pas loin, même si c'est entre individus. Donc, mais ça reste qu'il y a des intérêts, ça reste qu'il y a des traces, voilà. Alors que, comme on vient de le voir, pour les Africains, c'est vraiment 100% basé sur la confiance. 100%. On se fait confiance, on sait que tu vas me les redonner, etc., etc. Maintenant, si on veut les voir au niveau des Asiatiques, les Asiatiques les font différemment. Les Asiatiques, ils vont le faire, on va aborder, disons, on va le faire d'abord en Chine, en Chine comme ils le font. En Chine, ils vont le faire que voilà, on donne un montant. Ils vont se constituer également comme nous on le fait, en fait comme les Africains ils vont le faire, dire que voilà, on va se constituer un groupe de gens. La même chose, ça va se faire là-bas. Et là, c'est des petits montants et puis voilà, on va donner un capital à quelqu'un d'autre. Maintenant, la façon que ça fonctionne dans la diaspora, pour les Chinois, c'est différent. C'est totalement différent. Dans la diaspora, pour les Chinois, la façon que ça fonctionne, c'est que une nouvelle personne qui quitte la Chine, qui arrive dans la diaspora, ils vont prendre un montant d'argent. La plupart des gens sont des commerçants ou peu importe. Ils vont prendre un montant d'argent. Chaque personne va dire, ok, voilà, on est 10 personnes. On va donner à cette personne un montant, un tel montant. Par exemple, ils vont dire, bon, voilà, si chaque personne va mettre $1000. Tout le monde va mettre $1000 sur 30 personnes. Ils vont lui donner $30 000 pour pouvoir justement commencer son affaire également. Ne vous étonnez pas quand vous voyez beaucoup de dépanneurs chinois, beaucoup de quartiers chinois avec beaucoup de petits commerces. C'est parce que chacun, il y a un système d'élévation. On veut te donner une chance. Tu arrives de la Chine, tu n'as rien, tu es ceci, cela. Voilà. Tu as trouvé une communauté déjà en place. On se met ensemble et on met un montant. Je donne un exemple de $1000. Ça peut être aussi $2000, $5000 chaque personne, dépendamment. Alors, ils mettent ces montants-là total, ils te les remettent sur la table. C'est également basé sur la confiance. Et il peut y avoir des écrits.
comme quoi, voilà, tu me dois ceci, mais c'est également basé sur la confiance parce que ils savent que tu vas les remettre. Tu vas remettre cette fois-ci, la différence avec les Africains, tu vas remettre à chaque personne individuellement. Et si ton affaire ne marche pas, il peut y avoir une date pour pouvoir remettre l'argent avec les Chinois. Et sur cette date, si tu n'as pas d'argent, tu peux remettre à certaines personnes et d'autres personnes, tu peux les remettre plus tard. La dette ne s'efface jamais. C'est basé sur la confiance. Tant que tu es vivant, tu payeras la dette. Quand tu vas mourir, c'est autre chose. Mais si tant que tu es vivant, c'est une dette, tu vas les remettre. Si tu es capable de les remettre, que tu les remettes ou pas encore, quand il y a une nouvelle personne qui va arriver de la Chine, quand ils vont faire les nouvelles cotisations, tu vas faire partie de ces personnes qui vont aussi donner à la nouvelle personne qui arrive de la Chine, etc., etc. Chaque personne qui arrive, qui a bénéficié, lui aussi va faire la même chose pour les nouveaux qui arrivent. Il va contribuer également comme ça. Alors, pour les Chinois, c'est différent. Certains peuvent mettre un petit intérêt, mais la majorité, il n'y a pas d'intérêt non plus. C'est vraiment un système d'élévation. Et c'est surtout la condition pour les Chinois, c'est que tu dois commencer un commerce avec. Parce qu'ils doivent être sûrs que tu vas rembourser. Même si ce n'est pas un prêt traditionnel. Ils doivent être certains que tu vas rembourser. Alors, c'est pour faire un commerce avec. Contrairement côté africain, c'est un prêt, on te donne, mais tu peux faire avec tout ce que tu veux. Personne ne te dira quoi faire avec. Mais on sait qu'à la date fixe, tu dois rembourser. Chaque 2 semaines, par exemple, la fréquence convenue depuis le début, tu dois la respecter. Chaque 2 semaines, tu dois remettre. Ou parfois, c'est chaque mois, tu dois remettre. Parfois, c'est chaque semaine, tu dois remettre. Ainsi de suite. C'est comme ça que ça fonctionne dans ces communautés. Et donc, comme on a vu pour les Chinois, c'est différent. C'est vraiment, il n'y a pas de délai. Il y a un délai, disons, provisoire. Où il te recommande de le faire, de commencer les remboursements. Mais si tu ne les fais pas à cette date, ce n'est pas la fin du monde. Parce que c'est un prêt. Tu vas les remettre tôt ou tard. Mais ils veulent qu'au moins tu aies commencé ton affaire. Alors que dans la communauté africaine, c'est différent. Chaque période, fréquence, tu dois les payer ce montant-là. Maintenant, pourquoi est-ce que... En fait, avant d'aller dans la critique, encore pour expliquer un peu qu'est-ce que les Africains font avec cet argent. Ben, souvent, c'est l'argent qu'ils vont pouvoir acheter avec une voiture. Souvent, comme dans la diaspora, on a vu les Chinois dans la diaspora, c'est pour commencer un commerce. Ça, c'est vraiment obligatoire. Créer quelque chose qui va produire un revenu. Dans la communauté africaine, c'est vraiment à ta discrétion. C'est ton argent, tu fais avec ce que tu veux. Souvent, ce qu'ils vont faire, ils vont acheter une voiture, ils vont envoyer dans leur pays d'origine pour pouvoir faire quelque chose, ou soit pour aider la famille, peut-être pour aider les malades, voilà. Et certains, les plus rares, vont constituer un capital pour commencer avec une petite commerce, ou carrément comme mise de fonds pour l'achat d'une propriété. Donc, c'est une façon alternative de trouver l'argent. Pour les cas africains, c'est intéressant. Pourquoi? J'ai dit que ça existait. Ces prêts communautaires avaient des objectifs. Le premier, c'était donc de permettre à l'un d'épargner de l'argent et de permettre à l'autre d'accéder à l'argent. Souvent, les bénéficiaires sont ceux qui se trouvent les premiers dans la liste. Ça veut dire que c'est eux qui avaient vraiment besoin d'un prêt. Ils sont souvent les premiers dans la liste. Ceux qui n'ont pas besoin d'argent dans l'immédiat, ils vont choisir même d'être à la fin. Alors, quand ils sont à la fin, ça veut dire qu'ils essaient d'économiser pour un objectif spécifique plus tard. Mais ce n'est pas urgent. C'est déjà planifié, mais c'est un petit peu loin. Alors que ceux qui sont au tout début sont souvent dans les besoins. Ils vont demander à ce qu'ils soient au début, en premier. Donc, l'objectif d'aider ceux qui ont besoin d'argent, c'est comme avoir un prêt à la banque, mais un prêt sans intérêt. Sans qu'on te pose quoi que ce soit comme question
Il n'y a aucune question qui est posée. Même ton adresse n'est pas demandée. C'est juste que je connais ton nom. Voilà, on se connaît, on s'est déjà croisés. Bon, on est africain. On sait comment ça fonctionne de toute façon. On n'a pas besoin de demander ton adresse. On n'a pas besoin de demander ton numéro de téléphone. C'est juste la coordonnatrice qui peut avoir besoin de ton numéro de téléphone. Et peut-être ton email pour pouvoir t'envoyer l'information. C'est tout. Alors, quand tu as ces montants, tu peux effectivement aller régler ton problème urgent, créer une situation confortable pour toi parce que sans cet argent, tu serais dans une situation inconfortable. Le deuxième objectif, l'autre objectif, dirais-je, c'est pour ceux qui épargnent. Parce que comme je l'ai expliqué au début, c'est difficile, vraiment difficile pour les Africains d'épargner de l'argent. C'est vraiment difficile. Et ça, quand il y a cette obligation de savoir que je dois payer dans 2 semaines, telle personne attend pour être payée. Parce qu'on a donné le premier, on a donné le deuxième, le troisième, n'attend que mon argent pour pouvoir les donner. Personne ne manque jamais la date. Quand on dit dans 2 semaines, mais c'est dans 2 semaines, personne ne manque jamais la date parce qu'on sait que c'est la journée pour quelqu'un d'autre de prendre. Et cette journée-là ne rate jamais. Il faut que cette personne ait son argent. Dans 2 semaines, une autre personne, il faut qu'il ait son argent. Donc, ça crée une sorte d'obligation, une sorte de responsabilité chez les participants pour savoir que voilà, je ne peux pas manquer la journée, je dois payer cet argent parce qu'il en a besoin et ainsi de suite. Donc, ensuite, à la fin de la liste, si je suis à la fin de la liste, ben, quand je vais être le dernier, tout l'argent que j'ai donné aux 2 semaines x 10, ils vont me les remettre. C'est mon argent, je le récupère. J'aurais pu mettre cet argent dans un compte bancaire. Mais le problème, c'est que, comme j'ai dit, familles nombreuses, membres, même les plus comment dire, vraiment des familles élargies. Et donc, ça devient difficile, voire impossible de pouvoir épargner. Les urgences, il y en a tout le temps. Tout le temps, il y a des urgences quand tu es dans une famille africaine. Et surtout si on compte sur toi, surtout si tu vis au Canada, quand tu vis en Occident, quand tu vis en Europe, quand tu vis même en Asie. Ceux qui sont restés au pays pensent que voilà, vous êtes riche parce que vous êtes au Canada. Et donc, tous les problèmes, c'est vous qu'on va appeler. C'est vous vraiment qu'on va appeler. Et donc, quand on t'appelle, tu as beau dire que voilà, tu as beau avoir un cœur de pierre, tu as beau avoir, comment dirais-je, la mentalité investisseur, la mentalité même, dirais-je, occidentale, tu as beau avoir tout ça. Mais quand on te dit qu'une personne est sur le lit des morts, mais laisse-moi te dire que tu vas sortir ton argent. Et ça arrive souvent. Et ils savent comment nous avoir. Malgré que la diaspora a également développé des façons de détecter parfois les mensonges. Mais ils sont plus en avance. Parce que toi, la diaspora est là, n'a pas le temps à réfléchir sur tout ça. Il doit travailler, il doit faire ceci, il doit faire cela. Alors qu'eux, là-bas, ils n'ont pas tout ça. Alors, ils doivent réfléchir souvent à des façons de t'avoir, toi qui es en Occident. Des façons de t'avoir. Si ce n'est pas maladie, si ça doit être ceci, si ce n'est pas ceci, c'est cela. D'une façon ou d'une autre, tu vas sortir l'argent. Tu vas peut-être bouder, 2 semaines, tu peux bouder 3-4 jours, mais tu finiras par sortir l'argent. Et donc, quand tu n'en as pas, tu te sens moins coupable. Parce que si tu as l'argent, tu vas le sortir, tu vas aider, on est des humains. Tu vas aider la personne, tu vas dire, bon, je l'envoie, ils vont mourir de faim, ils vont mourir de ceci, ils vont mourir de maladie, etc. Tu envoies, parce que tu es un humain. Tu envoies. Mais quand tu n'en as pas, tu regardes, tu n'as pas cet argent. Tu as des engagements, tu as déjà fait, tu as déjà payé la facture, tu as déjà payé ton prêt communautaire, tu n'as rien. Ben, même si le téléphone sonne 1000 fois la nuit, excuse-moi, si tu n'en as pas, tu n'en as pas. C'est aussi simple que ça. On se sent moins coupable. Souvent, les cartes de crédit, on les utilise pour ça, pour faire des avances de fonds envoyés par Internet à ces gens-là. On entre même dans les dettes pour pouvoir aider des membres de famille. Souvent ingrats, soulignons-les. Souvent ingrats. Mais la nature, elle est telle qu'elle est. Et
les prêts communautaires viennent un peu sauver certains compatriotes, certains Africains qui sont en Occident. Parce que avec ça, au moins, ils sont forcés d'épargner, même si c'est à courte durée. Parfois, il y a de ces comptines ou de ces ristournes ou de ces prêts qui prennent de ces cycles, en fait, qui durent parfois 2 mois, parfois 6 mois, parfois 1 an, parfois même 3 ans. Donc pendant 3 ans, tu donnes, à la fin, ben on va redonner si tu es à la fin de la liste, mais on va te redonner tout ton argent. D'un seul coup, tu auras au moins quelque chose. C'est de cette façon que la grande majorité des Africains épargnent. C'est vraiment de façon informelle. Tu vas voir, peut-être parfois, il peut y avoir une personne qui se trouve dans plusieurs. Ici, il donne $1000, ici peut-être $100, ici $200, comme ça, et il reçoit de l'argent à des dates différentes. Il n'est pas obligé d'attendre un seul à la fin pour recevoir de l'argent. Il va entrer peut-être dans un petit de $50 qui prend 3 mois. Il va entrer dans un autre peut-être à $500 qui prend 6 mois. Peut-être à un autre de $1000 mais qui dure peut-être 2 ans. Tu vois, en ce moment-là, il n'est pas obligé d'attendre jusqu'à 2 ans pour pouvoir avoir d'un seul coup l'argent. Il peut avoir quand même des petits montants entre-temps et faire des petites choses en cours de chemin. C'est comme ça que la grande majorité des Africains font. Et les plus intelligents ont utilisé ce genre de montants comme mise de fonds. Comme mise de fonds, quelqu'un qui n'avait rien, il se met dans un, et puis il dit qu'il va être peut-être, je sais pas moi, les premiers ou l'un des 5 premiers, on lui donne, il entre peut-être pour un qui a d'un montant plus élevé, disons exemple $1000, et puis s'il y a 30 personnes, c'est 30 000. On lui donne un prêt sans intérêt. Il les met dans le compte 3 mois, il achète sa maison. Et puis après, il remet bien sûr. Il remet à la fin, mais au moins il a déjà eu d'un seul coup un montant. La même chose pour d'autres. Beaucoup de gens ne l'utilisent pas pour ça. Comme dans toutes les communautés, il y a un peu de tout. Mais dans la communauté africaine, il y a un peu de ça aussi. Il y a des gens qui vont recevoir ces montants-là, qui les reçoivent de temps en temps, mais qui font rien de sérieux avec ça. Ça existe. D'où maintenant, on peut entrer dans la catégorie, on peut comparer maintenant les deux façons de faire. Ou même les 3 façons de faire. Parce que j'ai exclu d'avance la façon de faire canadienne. Parce que pour moi, il n'y a aucune différence avec les prêts à la banque. Bon, les prêts personnels, mis à part que l'intérêt est plus élevé, mis à part que tu es accepté dans le prêt personnel parce que tu n'es pas accepté à la banque, mais ceux qui font les comptines, la majorité sont qualifiés à la banque également. Mais il n'y a pas d'intérêt à le faire quand on le fait de façon communautaire. Et donc, ils préfèrent celle-là qu'à la banque, même s'ils sont qualifiés à la banque. Alors qu'ici, la façon canadienne, c'est souvent les personnes qui ne sont pas qualifiables à la banque, qui sont justement admissibles à des prêts personnels. Parce que personne ne va aller de gaieté de cœur prendre des intérêts plus élevés si elle n'est pas qualifiée à la banque. Si elle est qualifiée à la banque, je veux dire, personne ne ferait ça. Donc, c'est ça la différence un peu entre les deux. Mais entre maintenant, donc c'est pourquoi j'exclus d'avance la façon de faire, disons, entre particuliers canadiens, parce que ça, c'est vraiment, il n'y a pas trop de différence avec la banque. Maintenant, les 2 comparaisons qu'on peut faire, la façon asiatique ou la façon africaine. La façon, comme on a vu tout au long de la vidéo, il y a les avantages pour l'un comme pour l'autre. Il y a les désavantages également pour l'un comme pour l'autre. Les avantages avec la façon de faire chinoise, c'est que ton argent, les prêts, il peut être également parfois avec intérêt, mais souvent sans intérêt. Alors qu'on a dit que pour les Africains, c'est 0 intérêt. J'en ai vu des milliers et je n'ai jamais vu un seul avec des intérêts. Ça n'existe pas. Parce que l'idée c'est de céder et l'idée, c'est d'épargner. C'est d'épargner, mais sans recevoir d'intérêt. Parce que justement, l'idée, c'est d'être forcé d'épargner. Alors que quand on le met à la banque,
Même si on nous donne des intérêts, souvent des intérêts, on sait ce que c'est à la banque, hein, surtout pour les petits montants, on sait que c'est une perte de temps. Et souvent, ces intérêts-là, les frais qu'on prête à la banque pour la gestion de cet argent dépassent le montant des intérêts qu'on va avoir. Donc, voilà, c'est un peu ça. Donc, la grande différence entre les deux, la façon chinoise et la façon africaine, c'est juste que la façon chinoise, c'est une obligation de l'investir. Et c'est un prêt, proprement dit, parce que tu vas les rembourser donc de façon individuelle à chaque personne qui t'a remis. Alors que la façon africaine, ça reste un prêt, il n'y a aucune obligation de pouvoir, de quoi faire avec. Tu peux même aller faire une fête le lendemain, c'est ton argent, mais juste rappelle-toi que tu vas, dans 2 semaines, il faut que tu remettes, dans 1 mois, il faut que tu remettes, etc., etc. Et donc, ça, il n'y a aucune restriction pour pouvoir l'utiliser et il n'y a aucun intérêt. Donc, quand on compare maintenant les deux façons de faire, on voit que vraiment la façon chinoise, elle est avantageuse dans le sens que c'est vraiment basé sur l'élévation communautaire. L'élévation, oui, les deux, même l'autre aussi, c'est l'élévation parce que quand on a l'argent, on peut faire des grandes choses. Maintenant, ça dépend de la gestion de chaque personne. Mais la façon chinoise, elle est plus intéressante dans le sens que on ne s'élève pas soi-même, mais on élève aussi les autres. Quand on crée une entreprise chinoise, mais on va engager des Chinois, tu vas aller dans chaque entreprise chinoise, dans chaque dépanneur, tu vas trouver, il y a toujours 2, 3, 4 Chinois qui travaillent. Mais ils créent des emplois pour d'autres Chinois qui ne peuvent pas trouver dans la grande communauté parce que problème de langue ou problème, je sais pas moi, des cultures, problème des... voilà, quand je parle problème des cultures, on arrive avec nos CV étrangers, on arrive avec nos diplômes étrangers, c'est presque impossible de trouver du travail. Et donc, eux, ils ont créé ce système d'élévation parce qu'il y a un qui va créer son entreprise, qui va embaucher 2, 3, 4 personnes. Donc, on s'élève tous ensemble. Alors que le côté africain, je te donne ton argent, tu fais avec ce que tu veux. Beaucoup de gens ne savent pas quoi faire avec. Il touche l'argent une première fois. Il a tout à coup l'envie d'organiser 3 fêtes d'anniversaire pour un enfant d'1 an. Il va lui faire un grand barbecue avec plein de casiers de bière. Il va organiser Donc voilà. C'est-à-dire qu'on crée même des occasions de fêtes avec cet argent. C'est pas mauvais. C'est ton argent. Tu fais avec ce que tu veux. Mais on parle d'un prêt communautaire. Et donc, laisse-moi te critiquer un petit peu. Voilà. Parce que quand on dit prêt communautaire, les gens qui t'ont aidé au départ, qui ont mis de l'argent, il faut les refaire. J'ai fait avec eux, c'est de l'argent que j'ai eu, c'est l'argent que j'ai créé, voilà telle chose. Ça commence à être intéressant à ce moment-là. Alors voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire par rapport à ces prêts communautaires, parce qu'on entend beaucoup de choses par rapport à ça. Il y a beaucoup de critiques même au sein même des communautés, surtout moi je connais bien la communauté africaine. Il y a beaucoup de critiques à l'intérieur de ces communautés par rapport à ça. Ça n'apporte rien, ceci, cela. Mais sociologiquement, on voit bien que ça aide tout le monde. Ça peut aider tout le monde. Maintenant, c'est une question de discipline individuelle. Si la personne est capable de garder son argent dans son compte, tout seul, sans problème, alors ce n'est jamais obligatoire, de toute façon, d'entrer dedans. Mais une personne qui sait que j'ai un objectif à atteindre, c'est un peu comme quelqu'un qui travaille sur son crédit. Souvent, la majorité des gens travaillent sur leur crédit quand ils ont besoin de faire quelque chose, d'acheter quelque chose. Il veut acheter une maison, il travaille, il s'occupe maintenant de son crédit. Il veut acheter une voiture, il s'occupe de son crédit. Il veut acheter telle chose, il s'occupe de son crédit. Mais quand il n'est pas en processus d'achat, il s'en fout de son crédit. Souvent, la majorité des gens s'en foutent de leur crédit. C'est la même chose avec les prêts communautaires. Souvent, tout le monde s'en fout, soit dedans ou ne pas être dedans, ce n'est jamais une obligation.
C'est vraiment de façon volontaire qu'on adhère à ça, qu'on intègre à ça, qu'on participe. Souvent, les gens qui veulent y entrer, c'est parce qu'ils ont un objectif à court terme ou à moyen terme. Je vais acheter ma maison dans un an. Alors, je vais entrer dans 2-3 ristournes. Ou bien, je vais acheter ma maison dans 5 mois. 2-3 ristournes. Et d'ici là, on va me donner l'argent dans 1 mois. Et puis, je vais le garder dans le compte 3 mois parce que c'est obligatoire. Il faut que l'argent reste dans le compte environ 3 mois. Et ensuite, après ça, cet argent, je vais pouvoir acheter la maison avec. Beaucoup de gens le font. Alors, quand tu le fais de cette façon-là, c'est la même façon que tu le ferais avec les crédits. Tu vas travailler ton crédit 1 an, 2 ans, 3 ans pour arriver justement à acheter ta maison. Mais une fois que tu l'as acheté, tu t'en fous. Beaucoup de gens s'en foutent. Pourquoi qu'ils ne devraient même pas? Comme la première vidéo, on a parlé des crédits parfaits. Un score de crédit parfait. Il faut regarder cette vidéo où on parle de comment les faire en permanence et non pas les faire ponctuellement. Comme si c'était un prêt donc communautaire. Non, il faut le faire vraiment de façon permanente. Il faut regarder cette vidéo parce que ça va vraiment aider, surtout en mettant les liens. Il y a beaucoup de liens entre la ristourne et puis les prêts personnels. Je les réalise moi-même quand je suis en train de parler. Et donc, les scores parfaits, il faut les regarder. La vidéo aussi, l'une autre vidéo de plus intéressante, c'est la vidéo, la seule façon d'avoir un bon crédit. Il faut aussi la regarder. Donc, qu'est-ce que je disais? C'est une façon normale, en tout cas ponctuelle, de pouvoir faire quelque chose de grand, même quand on est mal organisé, même quand on est bien organisé. C'est une façon d'avoir l'argent d'un seul coup, sans intérêt, sans prêt, sans trace. Parce que, comme je dis, c'est entièrement basé sur la confiance. Souvent, les gens qui sont dans ce type de prêts, ben, ils ont des problèmes comme tout le monde. D'autres n'ont pas de problème comme tout le monde. Donc, il n'y a vraiment rien qui distingue les gens qui sont dedans et ceux qui ne sont pas dedans. Certains sont des professionnels avec des très bons salaires, mais ils entrent quand même dans des affaires comme ça parce que justement, c'est une façon d'épargner. Ça nous force, malgré tout ce qu'on peut faire, malgré la réussite d'un Africain. Il a une grosse famille, il a tout un village qui l'envoie l'argent, qui l'appelle 24 heures sur 24 pour des choses. Et donc, c'est une façon pour eux d'être forcés, d'être certains que je vais économiser et faire quelque chose avec cet argent. Ce n'est jamais obligatoire, c'est volontaire, je répète. La majorité des gens qui le font, la grande majorité des Africains le font. J'avais des amis haïtiens qui les font également, donc ce n'est pas un truc africain, ça, je pourrais dire même c'est un truc noir, parce que vraiment beaucoup de noirs les font. Parce qu'on est tous butés au même problème. On vient tous des pays qui sont pauvres, et donc on a tous des grandes familles, et tout ça a comme conséquence, ben, on devient responsable de quelqu'un, qu'on est marié ou pas, on dirait qu'on a des enfants. Donc, carrément, il faut avoir en permanence tout le temps un peu d'argent parce qu'on ne sait jamais, ils vont appeler pour une urgence. Et malheureusement, les urgences sont très, très régulières, dirais-je. Donc, quand les urgences sont régulières, ben, la seule façon d'épargner vraiment, à part mettre dans des comptes bloqués, tu achètes des CPG ou tu contribues quand même dans des REER ou en tout cas n'importe quel compte bloqué, tu peux le faire. Mais si tu veux quand même ne pas le mettre dans un compte bloqué, mais quand même avoir accès à ton argent à court terme, mais pas tout de suite, pas dans l'urgence, ben, c'est une façon que ces Africains ont trouvé de le faire. Seule critique que je pourrais émettre, c'est que il devrait y avoir une façon de pouvoir créer cette élévation que les Chinois ont réussi à faire, les Asiatiques de façon générale, parce que ce n'est pas seulement les Chinois. Je crois que les Cambodgiens aussi font la même chose et d'autres, les Coréens. Mais disons, cette façon donc d'élever la communauté économiquement.
Il devrait y avoir cette façon d'élever la communauté économiquement et non pas de s'élever soi-même et de façon très limitée dans la durée, dans les temps. Comme on le fait. Quand les Chinois le font, ils donnent l'argent à quelqu'un, il investit dans une commerce en tout cas va durer longtemps parce que la personne sait qu'elle n'aura pas une deuxième chance. Quoique même ici, une entreprise, la durée de vie moyenne d'une entreprise qui échoue, c'est 3 ans. Mais pendant 3 ans au moins, cette personne sera responsable des 2-3 employés. Personne ne sera responsable de cette personne parce qu'on l'a aidé, elle s'est élevée, va créer son entreprise. Cette personne va faire la même chose pour d'autres qui arrivent. Et donc, en ce moment-là, cette personne crée une valeur économique dans sa communauté. Alors que chez les Africains, on donne l'argent à une personne qui va faire un truc bien personnel, qui ne change rien dans la vie des autres Africains. J'ai aimé cette vidéo que j'ai vue des Camerounais qui sont au Québec, Saguenay, tout ça, chez Koutimi, machin, qui ont réussi, ou même Montréal, je crois, qui ont réussi à faire cette cantine et créer et acheter des maisons pour à peu près 150 familles. C'est vraiment, ça m'a plu. Ils ont réussi à le faire de façon légale, tout ça. Je me suis pas intéressé vraiment de savoir comment ils l'ont fait, mais j'ai vu les reportages qui existent sur Facebook, sur YouTube, je vais dire. Et donc, cette cantine, c'est la même chose. Voilà, on donne, on contribue, on achète, on contribue, on achète pour la même chose. Il devrait y avoir la multiplication de ça. Parce que quand on donne l'argent sans condition, en ce moment-là, la personne fait avec ce qu'elle veut. Effectivement, c'est son argent. Mais si on met les objectifs déjà au départ, on dit, ben voilà, c'est pour la création d'entreprises. Voilà, c'est pour l'achat des maisons. On veut sortir, je sais pas moi, 100 familles de la pauvreté, donc disons, excusez-moi, je perds mes mots, un peu de fatigue les soirs. Je perds mes mots, mais je veux dire, on sort certaines familles de la. Bon, je m'excuse, je trouve pas les mots. Mais si on veut sortir des gens du risque, donc de perdre, d'être dans la rue ou voilà, d'être encore plus dans la pauvreté parce qu'ils payent des loyers beaucoup plus chers, mais on peut dire voilà, on le fait comme les Camerounais l'ont fait. Les Camerounais de Montréal, il faut bien spécifier parce que c'est pas tous les Camerounais de partout non plus. C'est les Camerounais de Montréal qui ont réussi à le faire avec la même chose, les prêts communautaires, mais pouvoir acheter 150, sortir 100, en tout cas plus de 100 familles des situations difficiles. Ça peut être un objectif de départ. On dit que ben voilà, on va créer un juste pour les entrepreneurs et puis on va aider chaque entreprise à créer son entreprise. Voilà, on est sûr que chaque personne recevra, disons exemple, 30 ou 40 000 $, même disons 50 000 $. Mais on sait que chaque 3 mois, il y a une personne qui va recevoir 50 000 $ et créer son entreprise. C'est une façon de sortir collectivement de la pauvreté et de la dépendance des autres. Parce que sinon, les communautés seront toujours pauvres, l'argent ira toujours à des besoins de base primaires, à des gens qui sont à 12 000 km ou à 10 000 km ou à 8 000 km, c'est selon. Et donc, il n'y aura rien de réalisé. Il y a moyen de faire les deux. Parce que beaucoup de gens qui arrivent même à réussir, souvent ce sont ceux qui n'en voient rien. Qui n'en voient rien, soit parce que la famille est quand même dans une bonne position, situation financière, ou sinon parce que on s'est occidentalisé. En ce moment-là, on dit pourquoi je vais l'envoyer l'argent, etc. Bon, on réfléchit de façon différente. C'est pas une mauvaise façon non plus. Ou la façon d'envoyer, c'est pas la mauvaise façon non plus. J'explique la situation. Et donc, quand on s'est occidentalisé, on dit pourquoi je vais les envoyer l'argent. En ce moment-là, on n'envoie pas.
Et puis bon, voilà, mais est-ce qu'avec ça, au moins, on arrive à faire quelque chose? Ce sont la petite minorité de ces gens-là qui arrivent même à réaliser des choses, à faire des choses, parce que justement, ils ont moins de cette, ils sont moins appelés à intervenir dans des situations d'urgence. Alors que ceux qui, je ne peux pas dire qu'ils ne se sont pas intégrés ou je ne sais pas comment, parce qu'on reste humain, c'est une question d'humanité, ce n'est pas une question d'intégration. À ce moment-là, ces gens-là qui sont toujours touchés, ces gens-là qui ont des liens souvent avec les bleds, ben, ils vont chaque fois envoyer, et donc ils ne pourront rien réaliser. Ces gens-là ont, je trouve que les pré-communautaires les aident énormément. En ce moment-là, ça peut effectivement les aider à avoir la maison, etc. Mais j'aimerais que, si ça peut se faire, en tout cas dans la légalité, il faut voir maintenant côté juridique, tout ça, de quoi il est question, mais d'arriver à faire de ces prêts un moteur vraiment de développement collectif et non pas un moteur donc de développement personnel au sens individualiste. Donc voilà, c'était un peu la question. Je l'ai abordé à ma façon. J'espère que je n'ai perdu personne. J'espère que j'ai tout dit. Si j'ai manqué d'ajouter des choses, ben écoutez les commentaires, la section commentaires, expliquez-nous comment ça existe chez vous, comment vous faites. Et puis pour ceux qui ont d'autres façons de faire, parce que chaque communauté a une façon de faire, mais là j'expliquais de façon générale la communauté africaine, la communauté asiatique, mais il peut y avoir d'autres communautés, ou même dans les mêmes communautés, il peut y avoir aussi d'autres façons de faire également, parce qu'on peut innover, mais je sais que la façon que je l'ai expliqué, c'est la façon que ça dure depuis, en tout cas depuis que je connais que ça existe, c'est la seule façon que j'ai vu que ça existe, on l'a toujours fait. Et donc si innovation il y a, c'est la communauté donc de Montréal que j'ai cité, c'est là où j'ai vu l'innovation pour la communauté africaine. La communauté asiatique non plus, j'ai pas vu de changement depuis que je sais qu'ils les font de cette façon. Donc, mais s'il y a des façons de faire qui sont différentes dans d'autres communautés, ben c'est le lieu de pouvoir les prendre, de pouvoir nous dire maintenant comment ça s'est fait. Et puis si vous aimez, vous pouvez toujours aimer, appuyer sur le like, ça va nous faire plaisir. Et puis vous pouvez également donc prendre comment dirais-je partager la vidéo avec d'autres membres qui ne savent pas comment ça fonctionne pour les apprendre sur les avantages de tout ça et les désavantages de tout ça. En tout cas, avoir un peu plus d'informations sur comment ça fonctionne, pourquoi les gens les font et voilà. J'espère en tout cas avoir fait les tours de la question. Sinon, on y reviendra toujours selon vos commentaires que vous allez laisser. Et puis bon voilà, je vous dis merci et puis à la prochaine. Je vous dis, et puis juste comme je dis à titre de rappel, la dernière vidéo sur les crédits, je la recommande. En fait, c'est la vidéo sur les crédits. Il y a deux vidéos sur les crédits principalement. C'est la seule façon. Le titre, c'est la seule façon d'avoir une bonne cote de crédit. Ça, c'est la première vidéo. La deuxième vidéo, c'est un score de crédit parfait. Ça, c'est pour tous les gens qui sont intéressés à améliorer leur code de crédit au Canada. Je vous recommande vivement ces deux vidéos. Vraiment, j'ai fait le tour de la question dans ces deux vidéos. Si vous regardez ces deux vidéos et que vous ne trouvez pas votre solution, il y a un problème beaucoup plus grave que ça. Parce que j'ai vraiment fait le tour de la question, la meilleure façon de le faire. J'ai vraiment ces deux vidéos-là pour l'amélioration de la cote de crédit, je vous la recommande. Maintenant, il y a une autre vidéo que je vais vous recommander. C'est la vidéo sur comment devenir riche. Il y a partie 1 et partie 2. Partie 1, je vous dirais, vous pouvez même le sauter. Mais la partie 2, c'est la partie où je vous recommande de plus parce que là, il y a des astuces. Mais la partie 1, vous pouvez la regarder parce que pour avoir juste une suite logique sur la première partie et la deuxième partie, ça va vous aider. Je suis convaincu de ça. Et donc, regardez la première partie et la deuxième, mais si vous deviez choisir entre la première et la deuxième, choisissez la deuxième. La deuxième parce que dans celle-là, je donne vraiment des astuces de comment des habitudes qu'il faut avoir, de la discipline qu'il faut se donner
pas de façon générale, parce que je sais que vous pouvez trouver toutes les vidéos sur lesquelles j'ai fait, vous pouvez les trouver ailleurs également. En anglais, en français, vous pouvez les trouver. Mais la façon que j'aborde les sujets, c'est différent. Je suis convaincu que je suis la seule qui parle de cette façon. Je suis convaincu que je suis le seul qui vous disent de cette façon. Et donc, moi, je vous recommande ces vidéos sur comment devenir riche, partie 1 et partie 2. Mais la deuxième, c'est la question mentalité riche, mentalité pauvre. C'est comment devenir riche, deuxième partie, mentalité pauvre versus riche. C'est cette vidéo-là que moi, je vous recommande le plus. Elle dure une trentaine de minutes, mais la première partie dure 10 minutes. Et donc, voilà tout ce que je peux dire par rapport à ça. Allez, je vous dis ciao et puis à la prochaine.